Il n'y a pas d'orage, pas d'étincelle soudaine, juste la lumière tranquille d'une fin d'après-midi à Neuilly où deux trajectoires se croisent. Nicolas, 23 ans, un sourire nerveux et une ambition déjà trop grande pour son âge, vient de prêter serment comme avocat. Il parle vite, regarde droit dans les yeux, comme s'il fallait toujours convaincre, séduire, conquérir. Marie-Dominique, elle, a 25 ans. Elle n'a rien d'une mondaine, issue d'une famille stable, catholique, fille d'un pharmacien respecté. Elle se tient droite, discrète, presque effacée, et pourtant, il y a chez elle cette gravité douce qui attire les hommes pressés de réussir. Leur rencontre n'est pas un hasard, mais un moment suspendu entre curiosité et stratégie. Lui, déjà conseillé par certains mentors politiques, cherche une image de respectabilité, un ancrage bourgeois capable d'adoucir ses angles. Elle, fascinée par cette énergie brute, croit voir en lui un homme sincère, travailleur, capable d'offrir un avenir solide. Dès le premier dîner, leurs mots se répondent comme dans un pacte tacite. Il promet un monde à construire, elle promet d'y croire. Très vite, ils deviennent inséparables. Nicolas parle de ses rêves. Devenir maire, ministre, un jour président. Marie-Dominique l'écoute, le soutient, rit de son impatience. Autour d'eux, leurs amis murmurent « Il ira loin, ce garçon ». Personne ne se demande si elle, la jeune femme à son bras, ira quelque part. Déjà, le récit de leur couple se construit à sens unique, centré sur lui. Lorsqu'il la demande en mariage, c'est avec la certitude d'un homme qui coche une case, pas d'un amoureux transi. Elle dit oui, avec la naïveté des femmes qui confondent destin et promesse. L'alliance qu'ils échangent ce jour-là n'est pas seulement celle du cœur, mais celle d'une ambition partagée. Lui pour le pouvoir, elle pour la stabilité. C'est pas encore l'amour blessé, mais déjà l'amour stratégique. Et dans les photos de fiançailles, on voit tout. Lui, le regard fixé sur l'horizon, elle, tournée vers lui. Deux directions différentes, un même cadre figé. Personne n'imagine alors que cette rencontre, apparemment banale, deviendra des années plus tard le symbole d'une vie effacée par l'histoire. Ils se marient à l'automne 1982 dans une église sobre, entourée d'une famille discrète et de quelques élus locaux. Rien d'ostentatoire. Pas de flonflon ni de champagne débordant. Un mariage bourgeois, convenable, à l'image de ce que Marie-Dominique espérait. Une stabilité. Nicolas, lui, sourit, serre les mains, remercie les invités comme un élu en campagne. Il est à l'aise, presque trop. Ce jour-là, il ne devient pas seulement un mari, il endosse un costume de plus dans son ascension. Il s'installe à Neuilly-sur-Seine, dans un quartier où les façades sont propres et les voisins discrets. C'est là que naîtront leurs deux fils, Pierre puis Jean. Marie-Dominique, fidèle à l'éducation qu'elle a reçue, s'investit entièrement dans son rôle de mère. Elle est présente à chaque repas, chaque rendez-vous scolaire, chaque nuit, sans sommeil. Nicolas, lui, s'éloigne déjà. Il est avocat, adjoint au maire, puis maire. Les réunions s'enchaînent, les déplacements aussi. Quand il rentre, c'est souvent tard. Il embrasse les enfants, échange quelques mots, puis replonge dans ses dossiers. Marie-Dominique commence à sentir le vide. Un vide qui ne fait pas de bruit, qui ne se dispute pas, mais qui s'installe comme une poussière invisible entre les murs. Elle tente de raviver la complicité des débuts, une promenade, un dîner, une lettre glissée dans sa serviette. Mais il est ailleurs, toujours pressé, toujours fatigué. Parfois, il lui dit qu'elle est trop dans son monde, qu'elle ne comprend pas ce que signifie être un homme public. Elle commence à douter. Pas de lui, pas encore, mais d'elle-même. Est-ce qu'elle est trop effacée, trop à l'écart? Elle s'efforce d'être parfaite, souriante devant les amis, posée devant la presse locale, irréprochable auprès des enfants, mais rien n'y fait. Elle ne parvient plus à le rejoindre dans sa course. Derrière les murs feutrés de leur maison de Neuilly, le mariage se fissure en silence. Pas de cris, pas de larmes en public. Juste un homme qui gravit les marches du pouvoir et une femme qui descend doucement les escaliers de l'invisibilité conjugale. Un jour, elle confiera à une amie « J'étais là, mais il ne me voyait plus. J'étais son décor, une figure de stabilité qu'on montre, puis qu'on range. » Et c'est peu être là que commence la véritable fracture. Non dans l'adultère futur, mais dans cette indifférence installée, cette solitude à deux, ce rôle imposé d'épouse exemplaire dont on attend tout, sauf la parole.
La rumeur précède toujours la réalité. Dans les cercles politiques parisiens, les noms circulent comme des billets pliés. Cécilia Attias, alors encore épouse de l'animateur Jacques Martin, commence à apparaître aux côtés de Nicolas. Elle est vive, brillante, différente. Marie-Dominique entend des échos, perçoit des silences inhabituels au téléphone, des voyages professionnels de plus en plus fréquents, mais c'est pas là qu'elle découvre la vérité. Un soir de 1988, elle allume la télévision. Sur l'écran en direct, Nicolas Sarkozy célèbre le mariage de Jacques Martin et Cécilia. Il est là, costume sombre, sourire éclatant, devant les caméras, jouant le rôle du maire de Neuilly avec une assurance troublante. Pour Marie-Dominique, c'est un coup au cœur. Elle connaît déjà ce regard, cette posture. C'est pas du théâtre, c'est une déclaration muette. À ses yeux, il ne s'agit pas d'un service rendu à un ami, mais d'un moment d'humiliation publique glaciale. C'est à cet instant que la fracture devient irréversible. Ce n'est plus une intuition, mais une certitude. Elle a été remplacée bien avant d'avoir été quittée. Dans les jours qui suivent, elle tente d'en parler, il évite, il se ferme, il nie sans convaincre, puis il s'énerve. L'argument favori revient comme un refrain. Tu imagines des choses, tu exagères, tu veux me freiner. Elle comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple adultère, il s'agit d'un changement de scénario. Elle n'est plus dans le cadre. À la maison, les gestes sont devenus mécaniques. Les mots sont rares. Les enfants ressentent la tension, même si elle s'efforce de tout cacher. Un dimanche, en le voyant partir précipitamment pour un déplacement imprévu, elle murmure presque pour elle-même « Il n'est plus à nous, il est à l'image ». Car tout se joue désormais devant les caméras. Nicolas n'est plus simplement avocat ou maire. Il devient une figure montante de la droite française, protégé de Chirac, bientôt ministre, et pour cela, il lui faut une compagne à sa mesure médiatique. Une femme brillante, visible, incarnant une modernité séduisante. Marie-Dominique n'entre pas dans ce récit, mais ce qui blesse le plus, c'est pas d'être quittée, c'est d'être effacée. Pas un mot à la presse, pas une déclaration officielle. Juste un homme qui, lentement, reconstruit sa vie ailleurs, sans jamais clore celle d'avant. Elle reste là, figée entre deux époques. Épouse légitime en apparence, épouse inutile dans les faits. Et le soir, devant la télévision, elle regarde son mari serrer d'autres mains, sourire à d'autres femmes, tandis qu'elle, seule dans le salon, se demande à quel moment il a cessé de la voir. Après la séparation officieuse, qui précède de presque 10 ans, le divorce légal prononcé en 1996, Marie-Dominique Cuglioli entre dans une nouvelle ère de sa vie, celle de l'oubli programmé. Elle n'est pas seulement quittée, elle est doucement, méthodiquement effacée. D'abord des discours, puis des images, des mémoires collectives. Nicolas Sarkozy, désormais ministre, multiplie les apparitions publiques. À ses côtés, ce n'est plus elle que l'on voit, mais Cécilia, la nouvelle compagne, puis plus tard Carla. Dans les biographies non officielles, dans les documentaires politiques, son nom disparaît ou n'est évoqué que comme une note de bas de page. Les journalistes reçoivent des fiches, des consignes implicites. Inutile d'évoquer la première épouse. Elle appartient à un passé inutile, à une époque d'avant la lumière. À la télévision, dans les archives, même les rares photos du mariage de 1982 semblent introuvables. Elle commence à se demander si elle a vraiment existé dans l'histoire de cet homme. Ce n'est pas de la paranoïa, mais une stratégie bien huilée de storytelling politique. Nicolas Sarkozy se reconstruit une image, celle d'un homme neuf, énergique, moderne, affranchi du poids des traditions. Marie-Dominique, avec sa discrétion, son ancrage provincial, sa pudeur, ne colle plus. Elle est la femme d'hier dans une communication calibrée pour demain. Dans son quotidien, l'effacement devient physique. Elle reçoit moins d'invitations. Ses amis communs disparaissent progressivement, gênés, silencieux. On ne la salue plus dans les dîners où elle croisait autrefois le gratin politique. On l'évite dans les couloirs. Même ses fils, malgré leur loyauté affective, semblent entraînés dans une dynamique où il faut choisir ou du moins se taire. Un jour, elle ouvre un magazine consacré à la vie privée des présidents. Il y est longuement question de l'amour entre Nicolas et Cécilia, de leur passion, de leur rupture, de Carla. Et pas une seule ligne sur elle, la femme avec qui tout avait commencé. Elle referme la revue avec un calme glacial.
c'est pas de la colère, c'est un constat, elle n'est plus un chapitre, elle est devenue une rature. Et pourtant, dans l'ombre, elle résiste. Elle garde des lettres, des documents, des souvenirs précis, pas pour se venger, mais pour ne pas disparaître tout à fait. Elle refuse d'être seulement l'ex. Elle reste la mère de ses enfants, la première pierre d'un édifice politique bâti sur leur histoire commune, même s'il lui fait tout pour l'oublier. De son côté, il grimpe encore. Président de l'UMP, ministre de l'Intérieur, futur président de la République, elle vit comme un fantôme politique, absente des récits, mais toujours là, dans les silences, dans les angles morts du pouvoir. Les années passent et avec elles, l'intensité des blessures. Mais la cicatrice reste profonde, vivante. Longtemps, Marie-Dominique Cuglioli garde le silence. Par dignité, d'abord, par peur du scandale ensuite, et surtout pour protéger ses enfants. Elle ne veut pas être cette femme qu'on montre du doigt, qu'on plaint ou qu'on ridiculise dans les plateaux télévisés. Elle veut rester droite, digne, silencieuse. C'est ainsi qu'on l'a élevée. Mais un jour, alors qu'elle lit un article consacré aux grandes femmes dans l'ombre des présidents, elle se sent saisie d'un vertige. Encore une fois, elle n'y est pas. Même là, même dans l'ombre, elle n'existe pas. Alors elle commence à écrire. Pas un livre, pas encore. Juste des mots, des souvenirs, des pages entières de choses qu'elle a toujours voulu dire. Elle s'adresse à lui, parfois, à ses fils souvent, à elle-même surtout, pour se rappeler qu'elle a été vivante. Quand elle accepte enfin de parler à un journaliste indépendant, elle ne cherche ni scandale, ni revanche. Elle parle d'une voix calme, presque posée. Elle ne crie pas, ne règle pas de compte. Elle témoigne. Elle raconte ce que c'est que d'aimer un homme qu'on ne reconnaît plus. Ce que c'est que de se taire pour protéger, puis de se perdre dans ce silence. Je ne veux pas détruire sa mémoire, dit-elle. Je veux simplement qu'on n'oublie pas que j'ai existé. Elle évoque sans haine l'homme qu'elle a épousé. Elle ne nie pas son intelligence, son charisme, son sens de la stratégie. Mais elle raconte aussi l'homme absent, l'homme dur, l'homme qui savait charmer les foules, mais ne plus regarder sa propre épouse. Elle n'accuse pas. Elle décrit, et c'est cette retenue qui bouleverse. Peu à peu, sa parole circule. Des femmes, nombreuses, lui écrivent. Des anonymes, des silencieuses comme elle. Elles lui disent « merci ». Merci d'avoir osé parler, enfin. Merci de leur avoir donné des mots qu'elle n'osait formuler. Son témoignage devient plus grand que sa propre histoire. Il touche à quelque chose de collectif, d'universel, l'effacement des femmes dans les récits des hommes de pouvoir. Elle accepte quelques invitations, des émissions littéraires, des débats de société, toujours avec cette même retenue. On l'écoute, on la redécouvre. Elle n'est plus l'ex-femme, elle est une voix, une mémoire, une survivante. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle attend de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, elle répond simplement « Rien. Je ne parle pas pour lui. Je parle pour moi, pour celles qui n'ont pas pu parler. » Non. Ce qui aurait pu rester une simple confession personnelle prend, sans qu'elle ne l'ait cherché, une ampleur nationale. Le récit de Marie-Dominique Cuglioli résonne bien au-delà de son histoire intime. Il touche à la mémoire collective, à la manière dont les récits officiels se construisent, et à ceux qui laissent de côté. Très vite, sa parole devient matière à réflexion, objet d'analyse, sujet de débat. Des sociologues, des journalistes, des écrivaines s'emparent de son témoignage. Elles y voient le reflet d'un système où les femmes sont souvent les premières victimes du mythe masculin de l'homme providentiel. Derrière chaque président, il y a une femme qu'on a vue et une autre qu'on a oubliée. Marie-Dominique, par son calme, son humilité, son honnêteté, incarne cette deuxième figure, celle de la compagne fondatrice, sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Elle ne revendique rien, pas de réparation, pas de procès, pas même un mot d'excuse. Ce qu'elle offre, c'est une mémoire alternative, une histoire qu'on n'a pas racontée, mais qui mérite d'exister à côté de celle qui a rempli les manuels d'histoire et les unes de magazines. Le livre qu'elle finit par publier, Ma vérité, journal d'une femme oubliée, est un choc discret, sobrement écrit, sans pathos, mais d'une sincérité désarmante. Elle y parle de ses erreurs aussi, de sa part de silence, de ses illusions. Elle ne se donne pas le beau rôle. Elle ne cherche pas à renverser l'image de Nicolas Sarkozy. Elle cherche seulement à compléter le tableau. Ce récit, justement parce qu'il ne hurle pas, touche profondément. Il ne juge pas, il interroge. Il demande « Pourquoi athées ont si facilement accepté qu'une femme comme elle disparaisse du récit national ? Pourquoi la presse, les biographes, les témoins ont-ils si peu parlé d'elle ? Et combien d'autres femmes, dans l'ombre de la République, ont vécu la même éclipse ?
Dans les écoles de journalisme, on commence à enseigner le cas Culioli comme un exemple de silence médiatique. Dans les cercles politiques, on réévalue la manière dont on écrit les biographies officielles. Dans les foyers, des mères, des filles, des épouses reconnaissent dans ces mots quelque chose de leur propre histoire. Et elle, pendant ce temps, continue sa vie loin des caméras. Elle refuse toujours les grandes interviews spectaculaires. Elle choisit ses mots comme on choisit ses combats. Avec soin, son héritage n'est pas un cri de guerre. C'est une empreinte posée doucement sur le sol d'une mémoire trop longtemps masculine. Dans une émission, un jour, on lui demande si elle se sent enfin reconnue. Elle sourit. Je ne voulais pas être célèbre. Je voulais être entendue. Pendant des décennies, Marie-Dominique Culioli est restée silencieuse, effacée des récits officiels, alors qu'elle fut la première épouse de Nicolas Sarkozy. À travers un témoignage sobre et bouleversant, elle raconte non pas une vengeance, mais une reconquête de mémoire. C'est pas seulement une histoire d'amour déchiré, mais une allégorie puissante de l'invisibilité des femmes face aux hommes de pouvoir. En retrouvant sa voix, elle interroge une société complice de tant d'oubli et offre une vérité nuancée, humaine, nécessaire. Son récit devient un miroir tendu à l'histoire. Qui avons-nous choisi de taire et pourquoi?